Civilisation perdue, des villes englouties mystérieuses et la légendaire Atlantide elle-même, disparue sous les vagues. Il y a une énorme quantité d'histoires humaines non enregistrées sous la surface de l'océan. À 61 mètres de profondeur dans l'Atlantique, un robot sous-marin a franchi un seuil qu'aucun humain n'avait encore atteint. Les images qu'il a transmises ont figé toute une équipe de recherche dans le silence. En moins de 48 heures, la NASA a discrètement réorienté 2 spécialistes de haut rang vers un navire stationné près des Açores, sans annonce ni communiqué de presse. Ce soir, nous retracerons précisément ce que ce robot a découvert et pourquoi cela pourrait changer notre compréhension de l'histoire. Cette histoire n'a pas commencé la semaine dernière, ni même au cours de ce siècle. Elle débute en 1972 lorsqu'un navire océanographique soviétique, l'Akademik Chat, effectue un balayage de routine des anomalies magnétiques à environ 300 km au sud-ouest des Açores. Une zone a produit des relevés si irréguliers que les coordonnées ont été signalées et transmises à Moscou sous une classification urgente. Elles ont ensuite disparu dans les archives de la guerre froide. Pendant près de 2 décennies, ces coordonnées sont restées enfouies. Ce n'est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 qu'une partie des archives est devenue accessible grâce à un accord conjoint de déclassification. Un géologue marin, le docteur Aaron Mikoff, a examiné les données et les a décrites comme la signature magnétique sous-marine la plus anormale qu'il ait vue en 30 ans. Il a publié un article en 1993. Celui-ci est passé largement inaperçu. L'océanographie conventionnelle ne manifestait que peu d'intérêt pour des anomalies liées, même de loin, aux légendes autrefois décrites par Platon. Cette seule association a suffi à rendre le sujet marginal. Pourtant, les coordonnées sont restées à l'esprit de quelques chercheurs. En 2004, un consortium de recherche privée a lancé sa première mission submersible vers le site. Les fonds marins ont révélé l'inattendu. Un immense plateau de pierre, bien différent du basalte volcanique typique de la dorsale médio-atlantique. À sa surface s'étendaient de longues crêtes rectilignes se croisant à angle droit, une géométrie que la nature produit rarement. L'équipe est revenue sur les lieux en 2008, puis de nouveau en 2012. Chaque expédition a perfectionné les technologies d'imagerie et épaissi le mystère. Les données devenaient plus étranges, les questions plus pressantes. Finalement, ils ont décidé qu'une exploration progressive ne suffirait plus. Ils avaient besoin d'une machine conçue spécifiquement pour pénétrer à l'intérieur. Construire la machine conçue pour y pénétrer. Cette machine est devenue le cœur de ce récit. Le véhicule se nomme l'AREA, Autonomous Remote Investigation Apparatus, ou simplement AREA. Ce n'est pas un véhicule sous-marin téléguidé standard. La plupart des ROV sont conçus pour l'inspection de pipelines, de récifs ou d'épaves. L'AREA a été conçu pour des environnements confinés, profonds et architecturalement complexes. Son développement a duré 4 ans, sous la direction du docteur Selene Marsh, une ingénieure ayant précédemment travaillé sur la robotique de plongée souterraine pour le programme SUBC de la NASA, un projet utilisant les environnements sous-marins comme analogue d'océans extraterrestres. Ce lien avec la NASA allait s'avérer crucial par la suite. L'AREA est compacte, environ 1,2 mètre de long et moins d'1 demi-mètre de large. 6 blocs de propulsion indépendants permettent des mouvements précis sans remuer les sédiments, ce qui est essentiel dans des espaces clos où la visibilité peut disparaître instantanément. Les ingénieurs l'ont conçu pour se déplacer comme une libellule, un mouvement contrôlé, une perturbation minimale et un positionnement exact. Sa batterie de capteurs est encore plus impressionnante. Des caméras stéréoscopiques frontales génèrent des cartes 3D en temps réel. Des spectromètres analysent la composition minérale sans toucher les surfaces. Plus important encore, il transporte un équipement de résonance acoustique, un sonar conçu non pas pour la navigation, mais pour l'architecture, capable de détecter des chambres cachées et des vides internes. Pendant les 18 mois précédant la plongée, la cartographie acoustique laissait entrevoir quelque chose sous le plateau. Un réseau d'espaces clos et, en son centre, un immense vide. L'équipe l'avait baptisé tout simplement la chambre centrale. AREA a été conçu pour l'atteindre. Le 14 de ce mois, les conditions se sont enfin alignées.
Le navire de soutien avait attendu 11 jours que les courants se stabilisent. La dorsale médio-atlantique est imprévisible. Même à faible profondeur, elle peut dévier les petits submersibles de leur trajectoire. À 6h40 du matin, Area a été mise à l'eau. La descente a duré 22 minutes. Vers 40 mètres de profondeur, les caméras ont franchi une thermocline, là où les eaux froides des abysses rencontrent les couches supérieures plus chaudes, et la visibilité s'est soudainement améliorée. À 61 mètres, Area a atteint le bord du plateau, et l'équipe restée en surface a décrit un sentiment immédiat de désorientation. Le fond marin n'avait pas l'air naturel, il était plat, texturé mais régulier, loin des formations chaotiques habituelles de la géologie océanique. Les crêtes à angle droit, aperçues précédemment à distance, étaient indéniables de près. Elles ressemblaient à des murs. Area a suivi le parcours d'exploration prévu pendant 34 minutes. La résonance acoustique a confirmé un intérieur creux. Les spectromètres ont analysé le matériau des parois, et le résultat fut inattendu. La pierre n'était ni du basalte, ni une quelconque roche volcanique locale. Il s'agissait d'un matériau dense, riche en silice, ressemblant de très près au grès de carrière que l'on trouve en Afrique du Nord et dans certaines zones de la Méditerranée antique, au beau milieu de l'Atlantique. Le point d'entrée se trouvait sur la face est, une ouverture rectangulaire d'environ 2 mètres de haut sur moins d'1 mètre de large. Dès que les caméras ont transmis les premiers plans rapprochés, le chef d'expédition a coupé le flux et a rassemblé tout le monde devant les écrans. Les bords étaient taillés, un terme architectural signifiant une mise en forme délibérée par des outils. Pas de l'érosion, pas de la pression, une construction intentionnelle. À l'intérieur de la chambre, Area a pénétré à l'intérieur. Avant même que les caméras ne s'adaptent totalement à l'obscurité, les capteurs acoustiques se sont recalibrés. L'équipe s'attendait à une pièce d'environ 20 mètres de large. Les nouvelles données ont affiché un chiffre bien différent. Près de 60 mètres. Le silence a envahi la salle de contrôle. Le journal de bord enregistre 90 secondes sans un mot. Puis, quelqu'un a murmuré « C'est la taille d'une cathédrale ». Les projecteurs d'Area n'éclairaient qu'une partie de l'intérieur. La scène s'est dévoilée peu à peu. Le sol était en pierre plate, étrangement dépourvu de sédiments, malgré une entrée ouverte qui aurait dû favoriser leur accumulation. Les parois étaient verticales et structurées, marquées par des rectangles en retrait se répétant, évoquant une construction modulaire plutôt qu'une formation naturelle. Puis, les caméras ont pivoté vers le haut. Le plafond est devenu l'élément le plus marquant de la plongée. Il était voûté, conçu par ingénierie et non comme une grotte. Les données structurelles indiquaient un sommet situé à environ 14 mètres au-dessus du sol. Des blocs de pierre formaient un motif radial répartissant le poids sur une arche, une méthode connue sous le nom de construction en voussoir, le principe même utilisé pour les aqueducs et les amphithéâtres romains. Les processus géologiques ne créent pas d'arches de ce type. Au centre de la chambre se dressait une structure circulaire d'environ 4 mètres de large, surélevée de 50 cm par rapport au sol. Sa roche était plus sombre, presque noire sous l'éclat des projecteurs. 12 rainures sculptées s'étendaient vers l'extérieur comme des rayons, parfaitement espacés et d'une profondeur uniforme. Les spectromètres ne parvenaient pas à identifier totalement ce matériau sombre. La résonance acoustique a révélé une autre surprise. Le sol sous la structure était creux. Il y avait un autre vide en dessous. L'engin est resté à l'intérieur pendant 1 heure et 17 minutes avant que les limites des batteries n'imposent un retour. Durée totale de la mission, 112 minutes. Les images occupaient 60 gigaoctets de stockage. L'équipe a passé les 18 heures suivantes à les visionner sans dormir. C'est alors que la NASA s'est impliquée. Les implications et la suite des événements. À première vue, la présence de la NASA semble étrange. Il s'agit d'une agence spatiale, pas océanographique. Mais depuis des décennies, la NASA étudie les environnements sous-marins de la Terre comme analogues des océans extraterrestres. Des lunes comme Europe et Encelade contiennent probablement de l'eau liquide sous la glace. Comprendre la vie ou la chimie dans des environnements sous-marins sombres et fermés sur Terre aide à préparer les missions au-delà de notre planète. Ces recherches relèvent du programme SUBC, Systematic Underwater Biogeochemical Science and Exploration Analog, le programme même avec lequel le docteur Selene Marsh a travaillé autrefois.
Après avoir examiné les images, elle a appelé un ancien collègue du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, le Dr Wayne Assant, spécialiste de la géochimie des milieux liquides fermés et de la préparation astrobiologique pour les missions vers Europe. Assant a examiné les données à distance et aurait déclaré qu'il devait se trouver sur le navire. En quelques heures, lui et un autre chercheur du JPL s'envolaient pour les Açores. Officiellement, les scientifiques de la NASA sont des observateurs au sein d'une mission privée présentant un intérêt astrobiologique potentiel. Cette explication est techniquement exacte, mais incomplète. Des chercheurs confirmés du JPL ne sont pas réorientés vers des expéditions privées avec un préavis de 48 heures sans urgence. La raison réside peut-être dans ce que l'architecture implique. Séparons les certitudes de la spéculation. Le plateau existe. De multiples plongées sur 2 décennies le confirment. La composition de la pierre diffère de la géologie environnante. Les données acoustiques confirment l'existence d'espaces intérieurs. Les images haute résolution documentent le plafond voûté, le seuil en pierre de taille, la structure circulaire et les parois géométriques. Voici maintenant l'implication. Lors du dernier maximum glaciaire, le niveau de la mer était environ 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Cette période s'est achevée il y a environ 11 600 ans, avec la fonte des glaciers. Toute structure se trouvant aujourd'hui à 61 mètres de profondeur aurait été construite à l'époque où la zone était émergée, ou alors sous l'eau, ce que l'architecture contredit fermement. Les plafonds voûtés et les seuils en pierre de taille ne se construisent pas sous l'eau. Pourtant, l'archéologie conventionnelle soutient qu'il y a 11 600 ans, les humains étaient des chasseurs-cueilleurs et non des bâtisseurs de chambres de pierre monumentales. Si la structure est artificielle, elle remet en question les chronologies admises des capacités humaines. Les chercheurs évitent d'utiliser le mot Atlantide. Ils préfèrent des termes tels que structure anormale pré-submersive. Pourtant, Platon décrivait une civilisation dans l'Atlantique anéantie par un cataclysme environ 9000 ans avant son époque, ce qui est remarquablement proche de la montée du niveau de la mer après l'ère glaciaire. La correspondance n'est pas parfaite, mais elle est assez étroite pour hanter les nuits de l'équipe. Et il y a autre chose dont il ne parle pas ouvertement. Premièrement, les données biologiques. Area a prélevé 3 échantillons d'eau à l'intérieur de la chambre. Ces résultats n'ont pas été divulgués. Les déclarations publiques se concentrent uniquement sur la structure et la géologie. L'expertise du Dr Assant, la chimie de l'eau en milieu liquide fermé, laisse entendre que ces échantillons pourraient être significatifs. Deuxièmement, la chambre sous la chambre. Les cartes acoustiques indiquent un vide bien plus vaste sous la structure centrale, faisant potentiellement plus de 100 mètres de large. Pas un simple sous-sol, un autre espace à l'échelle d'un bâtiment. Troisièmement, les 12 dernières minutes d'image. Les chercheurs externes n'ont pu voir que les 65 premières minutes de l'exploration intérieure. Les 12 dernières minutes restent en cours de révision active, une expression qui désigne généralement soit une anomalie technique, soit quelque chose d'inattendu. 12 minutes inédites d'une structure vieille de potentiellement 11 000 ans au fond de l'Atlantique. La NASA est à bord, une autre plongée est prévue dans 6 jours. Avant d'aller plus loin, la prudence est de mise. Il s'agit de recherches à un stade précoce, financées par des fonds privés et sans publication évaluée par les pairs. Les équipes indépendantes n'ont pas encore eu pleinement accès aux données. Les résultats de la chimie de l'eau ne sont pas encore divulgués. Les cartes acoustiques ne sont pas publiées. Personne ne peut raisonnablement prétendre à des conclusions définitives. Mais certains faits demeurent. Quelque chose d'architecturalement complexe existe sous l'eau, à une profondeur correspondant à l'élévation antique du niveau de la mer. Sa géologie ne correspond pas à son environnement. Sa structure semble avoir été conçue. Et elle a attiré l'attention immédiate d'une agence spatiale en l'espace de quelques jours. L'histoire montre que les grandes découvertes arrivent rarement en étant pleinement comprises. Le tombeau de Toutankhamon n'a d'abord été perçu qu'à travers des aperçus partiels et flous. Le mécanisme d'Anticythère est resté incompris pendant des décennies. L'armée de terre cuite n'était au départ qu'une découverte accidentelle par un fermier avant que son ampleur ne devienne évidente. Le schéma se répète. Les fragments d'abord, le scepticisme ensuite, la compréhension plus tard. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'au début. Area a franchi un seuil qu'aucun véhicule n'avait franchi auparavant. Les données existent, les images existent, les chercheurs de la NASA sont sur place. Dans 6 jours,
AREA y retournera avec une portée étendue et une cartographie acoustique supplémentaire atteignant peut-être la chambre inférieure. Quoi qu'il s'y cache, cela a attendu la fin de l'ère glaciaire, la montée des eaux et chaque siècle écoulé depuis lors. Cela peut bien attendre 6 jours de plus.